Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour à toutes et à tous, mettez-vous d'accord, jeudi 23 mars, évidemment, nous allons revenir sur l'intervention du président de la République, l'interview, est-ce qu'on peut parler d'interview, du président de la République hier, provocation, ou a-t-il apaisé les esprits, je ne pense pas, en tout cas il assume, quid des manifs, est-ce que ça va continuer, est-ce que ça peut s'amplifier, on va parler du RSA, des super profits, une petite phrase qui a fait beaucoup réagir, et puis Charles III, la visite du souverain anglais à Paris, à Versailles. On va en parler avec vous dans un instant avec Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio tous les mercredis matins. Bonjour. Bonjour. Clément Tougeron, analyste. Oui, c'est. Tu vas racheter la station. Clément Tougeron, analyste politique et communicant au sein du cabinet Tilder. Bonjour Valérie. Bonjour Pascal Bataille, animateur, producteur et chef d'entreprise. Bonjour à vous. Valérie, bonjour à tous. Jérôme Dubu, bonjour, membre du pôle ID chez Horizon. Bonjour. Voilà, bonjour à vous, tous ces sujets. Dans un instant, on commence notre tour de table. Je vais peut-être commencer, vous savez qu'il y a des grèves. J'ai un train qui a été annulé, donc je reçois un petit SMS. Et on me dit, vous pouvez vous faire rembourser, changer votre billet. Donc, je vais sur le site Connect SNCF. Et là, j'ai affaire à Toutoui, que vous ne connaissez pas, Alexis Poulain. Toutoui est le petit bot, c'est-à-dire le personnage numérique qui vous répond, qui vous pose tout plein de questions et qui dit, je ne vois pas de perturbation sur votre train. Donc, c'est pas bison futé, Toutoui. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je demande à Toutoui ce que je dois faire, parce que si j'annule, je vais avoir une pénalité, s'ils estiment qu'il n'y a pas d'annulation de train. Ouais. Donc visiblement ça colle pas parfaitement. Surtout que c'était pour une bonne cause ce train en plus. Oui, on va pas raconter la vie, mais absolument. Qui me tenait à cœur. Voilà, qui me tenait à cœur. On continue et Pascal, vous c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule parce que on parle énormément et on va en parler beaucoup de cette réforme des retraites et de la crise qu'elle provoque dans notre pays, mais on en oublie de s'intéresser parfois un peu au reste de l'actualité et notamment à ce que font nos parlementaires cette semaine qui examinent le projet de loi de préparation des Jeux Olympiques de Paris, au cœur duquel il y a un volet sécuritaire, pas tout à fait anodin bien évidemment, et dans ce volet sécuritaire est notamment prévu l'installation de vidéosurveillance intelligente, c'est-à-dire des caméras qui vous grosso modo identifient pour faire court qui sont capables de faire la reconnaissance faciale, etc. et même plus. Donc Gérald Darmanin a évidemment assuré que cette vidéosurveillance et son utilisation seraient encadrées par des garanties préservant la liberté individuelle. Mais moi, ça m'inquiète au plus haut point, bien évidemment. Et je trouve qu'il faudrait aussi se préoccuper un petit peu des violations permanentes des libertés individuelles dans notre pays. On en a eu en masse justifié par la lutte, enfin justifié officiellement par la lutte contre le terrorisme. On en a eu au moment de la crise de Covid. Et aujourd'hui, maintenant, c'est ces Jeux Olympiques dont on nous a demandé finalement si on était très chaud et partisans de les accueillir, qui vont justifier de nouvelles atteintes qui évidemment perdureront parce qu'on est bien conscient que cette vidéosurveillance, elle va être installée pour les Jeux Olympiques, mais évidemment, elle ne sera pas désinstallée ensuite. Voilà. Donc, je dis attention, il n'y a pas que la réforme des retraites en ce moment sur lesquelles il faudrait peut-être se pencher. Enfin, la sécurité va être un véritable souci, un véritable problème, et on le sait déjà, pour les Jeux Olympiques. Et les remèdes qui vont être proposés pour effectivement la garantir, soi-disant, il faut quand même s'en inquiéter. Ça va être un véritable sujet aussi parce que les Jeux Olympiques vont faire appel à la fois aux forces de l'ordre, mais aussi aux sécurités privées qui manquent énormément de moyens et qui font des appels. Vous savez, l'État fait des appels à projets ou des appels à candidature. Très peu de sociétés privées ont décidé de candidater parce que s'ils s'engagent, s'ils sont retenus et qu'ils ne peuvent pas fournir le nombre de personnes demandées, ils ont des pénalités. Or, il n'y a pas assez de recrutement. Et donc, de plus en plus, on voit des étudiants ou voire parfois même des lycéens qui avaient été montrés. Et donc, des personnes de 17, 18, 19, 20 ans qui font la sécurité sur des événements aussi importants, qui ne sont pas forcément formés. Ça risque d'être problématique. Et donc, on estime à 20 000 le manque de place, le contingent manquant pour la sécurité de ces Jeux Olympiques sur la sécurité privée uniquement. Non, mais ça
va être un enjeu majeur. Jérôme Dubu. C'est clair que ce qui s'est passé au Stade de France avec la finale de la Coupe d'Europe de foot a été un raté magistral. Donc il faut en tirer les conséquences, il faut faire attention parce que ça peut déraper assez vite. Et alors ça s'est plutôt pas mal passé jusqu'à maintenant. Sauf au Brésil. Mais bon, la France n'est pas le Brésil, mais les Jeux Olympiques, ça s'est plutôt pas mal passé jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu de dérapage globalement quand on regarde un peu l'histoire des derniers JO. Il n'y a pas eu de dérapage de sécurité. Mais il faut faire attention, c'est très, très important. Les conditions d'accueil, le fait de défiler sur la scène, il n'y a pas la protection qu'offre un stade. Oui, il y a des moments qui sont périlleux. Il y a des moments nouveaux qui sont très périlleux. On ne peut pas dire qu'on se simplifie la vie. Non, on ne peut pas dire qu'on se simplifie la vie. Dans un stade, un mouvement de foule est très vite arrivé parce que quelque chose explose et on croit que ça peut être une fusillade, etc. Ça peut être très problématique. Stéphane dit, mais elles sont où les sanctions du Stade de France? Effectivement, il y a eu un rapport et il n'y a pas de responsable. Le préfet l'allemand est parti. Voilà. Oui, il est parti à la mer et puis on a toujours Gérald Darmanin à l'intérieur et on a toujours les supporters anglais qui courent. Voilà, absolument. Cela étant, il y a des plaintes qui ont été déposées justement par les supporters de Liverpool. Le maire de Liverpool. On va voir ce que ça donne parce que c'est des plaintes judiciaires, donc ça peut prospérer. On continue, on va parler avec vous, Jérôme. Oui, parce que peut-être que dans un an, les poubelles à Paris seront dégagées. On peut toujours espérer pour les JO. C'est pas exclu. Ça serait bien quand même qu'on n'ait plus des poubelles dans les rues pour les Jeux Olympiques. Non, moi, mon coup de gueule, il est contre évidemment cette cellule de crise stupide que Anne Hidalgo a mis en place 15 jours après le début des grèves, parce que ça fait plus de 15 jours maintenant. Racontez-nous, c'est quoi cette cellule de crise? C'est une cellule de crise qu'elle active de temps en temps. Elle l'avait activée pour le Covid, donc c'était justifié. Donc ça réunit les maires d'arrondissement, un certain nombre les autorités préfectorales, les représentants de l'État. Donc c'est une cellule qui fonctionne vraiment en cas de crise. Covid, elle fonctionnait tous les jours pendant le confinement, etc. Bon, là, elle a mis 15 jours, plus de 15 jours pour la mettre en place. Et tenez-vous bien, elle est mise en place non pas pour essayer de trouver des solutions au ramassage des poubelles, puisque Paris est devenu un véritable cloaque depuis près de 3 semaines, mais pour faire en sorte que les poubelles soient dégagées sur le parcours de la manifestation d'aujourd'hui et qu'il n'y ait pas d'incident. Vous voyez le truc. Enfin, c'est hallucinant. C'est déjà hallucinant. Bien, parce que quand on voit les scènes de poubelles brûlées, oui, mais ça n'empêchera pas. Ça n'empêchera pas, puisque le dégagement soi-disant des poubelles, des ordures, va être fait uniquement sur le parcours de la manifestation, c'est-à-dire de Bastille à Opéra. Mais toutes les rues adjacentes vont continuer à être prises par les ordures. Donc, alors, Paris est sale depuis 2001. Mais je crois que, Paris est dégueulasse depuis 2001. Mais là, il n'y a jamais pas cette majorité. Il n'y a pas que Paris. Il y a non. Enfin, c'est très prégnant à Paris. Il suffit de se balader dans les rues et de sentir. Est-ce que c'est vrai que certaines crèches ont été fermées à Paris ? Dans certains arrondissements. Oui, alors, il y a certaines crèches qui ont été fermées. Il y a des voies de passage pompiers qui sont bloquées. Il y a des places de stationnement handicapées qui sont bloquées. Donc, chez moi, j'ai une place de stationnement handicapée qui ne fonctionne plus parce qu'elle est bloquée par les poubelles. Il y a des incendies tous les soirs. Vous l'avez vu, je vous apprends rien. Et il y a plusieurs incendies dont on n'a pas parlé, qui ont pris sur des façades d'immeubles. Donc moi, je ne sais pas ce qu'attend Mme Hidalgo. Est-ce qu'elle attend un désastre? Est-ce qu'elle attend un accident? Est-ce qu'elle attend un immeuble qui va brûler? On ne peut pas faire du en même temps, dire qu'on soutient la grève et les manifestations. Ça, c'est clair. Le péché original est là. Bon, voilà. Donc, elle a un problème avec la propreté à Paris. Moi, j'avais un ami journaliste qui parlait de la situation à Paris, qui lui rappelait le Liban, en fait. Avec cette odeur de fétide, d'ordures qui brûlent le soir, le bordel dans lequel on est, un président qui raconte n'importe quoi, une déconnexion totale, c'est assez inquiétant en fait, c'est assez grave. On va en reparler. Mais pour Paris, évidemment, là c'est critique quand on voit les tas de poubelles. Moi je suis en train de regarder si on peut pas lancer une class action, faire un recours sur ce comportement de Mme Hidalgo qui est absolument lamentable. On en reparlera. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de tout cela parce que je pense que les poubelles, ça va continuer. Et puis on va parler de la visite de Charles III à Versailles ou pas. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et nous allons revenir dans un instant sur la grève, les manifestations, la prise de parole d'Emmanuel Macron hier. Mais avant, vous aviez, et l'un et l'autre, Clément et Alexis, envie de parler de Charles III, de la visite de Charles III. Alors Clément, on va commencer avec vous. Un coup de projecteur sur cette visite. Charles III n'est pas encore couronné puisqu'il le sera le 6 mai prochain, mais effectuera sa première visite à l'étranger en France du 26 au 29 mars avec un programme officiel qui a été arrêté. Il arrivera le 26 et il commencera son programme le 27 au matin avec une cérémonie à l'Arc de Triomphe en présence du président de la République pour rendre hommage aux soldats morts pour protéger nos deux pays en 1914 jusqu'à 1918. Il sera reçu ensuite à l'Élysée. Il y aura des visites au musée d'Orsay, à la galerie 19M ou encore à l'ambassade. Et puis, plusieurs points d'accroche se sont déclarés. Tout d'abord, la présence du président de la République avec le roi Charles III à Versailles, qui peut choquer de plus en plus. Et puis aussi, un mouvement, un communiqué de presse de la CGT Culture, du Mobilier National, qui dit que cet accueil va nécessiter la mobilisation du mobilier national et que eux, par solidarité à la fois pour les grévistes sur la réforme des retraites, mais aussi en solidarité par rapport aux travailleurs britanniques qui sont eux en grève depuis des semaines pour des revalorisations salariales, ils ne souhaitent pas participer à cette visite à Versailles. Et puis d'autres... Ça tombe bien puisqu'il est donc question que ça ne se passe pas à Versailles, on va en dire un mot. Tout à fait. Et puis d'autres syndicats, notamment le syndicat CFTC à Bordeaux, puisque le roi Charles doit aller à Bordeaux, et les conducteurs de tram disent qu'ils ne veulent pas le conduire dans le tram parce qu'il a une petite déambulation à faire. De plus en plus, on se pose la question de se dire est-ce qu'il faut aménager ce déplacement, est-ce qu'il faut l'annuler Vous avez travaillé dans un ministère. Exactement, j'étais conseiller de ministre. Annuler un déplacement de ministre, de Premier ministre et à ce niveau président de la République, ça entraîne des répercussions de calendrier, puisque évidemment la visite officielle ne peut pas être déplacée que d'une semaine ou de deux. Et puis ensuite, du coup, les enjeux politiques sont déplacés et puis des coûts importants, parce que vous imaginez bien que faire travailler des centaines de personnes pour l'organisation de ce déplacement, ça a un coût, des réservations, etc. Donc ça n'est pas si simple, mais en effet, c'est un vrai sujet, notamment la pertinence d'un déplacement sur une situation aussi tendue que nous la connaissons actuellement. Ouais. Après, il y a des choix à faire. C'est-à-dire, quand on voit le programme, il doit descendre les Champs-Élysées avec une centaine de chevaux de la garde nationale. C'est une visite somptueuse, visite d'État classique. On voit ce matin que plusieurs quotidiens anglais s'interrogent sur l'opportunité de cette visite et en particulier d'aller à Versailles. Donc on entend ce matin que le dîner pourrait avoir lieu à l'Élysée. Sauf que les cuisines de l'Élysée sont en travaux, que le chef est en vacances. Donc bon, donc il devrait y avoir moyen de trouver une solution. Mais effectivement, cette visite tombe très mal, Alexis Poulain. Ah, elle tombe très mal. Moi, je travaillais à l'ambassade de Grande-Bretagne lorsqu'il y avait eu la visite d'Elisabeth pour l'entente cordiale. Donc c'était évidemment c'est des grands rendez-vous autour du cheval, beaucoup. La famille royale aime beaucoup le cheval, donc c'est bien. Ça tombe super mal en fait. Il y a un vrai problème, c'est-à-dire que là, on a des slogans dans la rue, c'est Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on peut recommencer. Et là, que le président Macron se retrouve à Versailles pour dîner avec le roi d'Angleterre, évidemment, ça fait un peu provocation supplémentaire, alors que vous avez des millions de Français qui vont défiler encore aujourd'hui, qui sont dans la rue, et on sent bien qu'il y a une tension sur les inégalités, sur la façon de gouverner d'Emmanuel Macron aussi, beaucoup trop auto-centré et présidentiel. Et là, vous avez évidemment le risque pour une visite comme ça, c'est des actions de sobriété énergétique de la part de militants CGT qui pourraient tout simplement couper le courant à Versailles ou à l'Élysée. Alors l'Élysée c'est plus compliqué, mais on est vraiment là dans un moment qui est pas forcément propice à ce genre d'exercice, d'autant plus que Charles n'est pas encore couronné, évidemment, mais une visite comme ça, c'est sûr, c'est derrière, il y aura Airbus, tous les liens qu'on peut avoir en termes d'économie, de business, au-delà de l'apparat, qui sont importants.
Et c'est sûr que ça se reprogramme pas facilement dans un agenda sur les mois qui viennent. Donc ça risque d'être compliqué. C'est Jean-François Copé qui disait qu'il fallait assumer Versailles, hein, puisqu'on reçoit en France, et donc il faut recevoir avec faste. Je sais pas si c'est le moment d'assumer Versailles, en fait. On peut, mais alors si on assume Versailles, est-ce qu'on assume aussi la guillotine? C'est un peu ça le problème. Et est-ce qu'on assume la fuite à Varennes? Je sais pas. On peut dérouler l'histoire. Non, mais attention. Alors, donc, je pense que le timing est affreux. Il vaut mieux prévoir les calèches parce qu'il n'y aura pas de train. Hein. Eh ben, il n'y aura pas de train pour fuir Varennes. Et je pense que Charles est un très bon cavalier, donc ils pourront toujours à cheval fuir vers Varennes. J'entendais ce matin, mais ça m'étonne qu'il ne va pas venir en train, parce que quelqu'un évoquait la possibilité que les wagons soient bloqués dans le tunnel. Et il doit aller à Bordeaux également en train. C'est pour ça qu'il doit être véhiculé de la gare de Bordeaux au centre. Le Premier ministre britannique qui est venu il y a une semaine ou deux est venu lui en Eurostar. Ouais. Donc c'est tout à fait envisagé pour le président. Moi j'aurais tendance à dire que c'est à Charles III de savoir s'il doit venir ou pas. D'abord, pour sa sécurité. La France est auto-centrée. On a l'impression que la réforme des retraites fait le tour du monde, mais les gens n'ont strictement rien à foutre de notre réforme des retraites. Les étrangers s'en fichent. La vie continue, la guerre en Ukraine continue, Poutine continue de bombarder l'Ukraine. Voilà. Alors on n'en parle plus parce qu'on est accaparé par cette affaire de réforme des retraites et ce qui se passe dans la rue, mais il faut arrêter d'être auto-centré. Enfin, nos relations internationales continuent. Donc, je ne sais pas s'il faut assumer Versailles. Versailles, c'est un détail. Mais en tout cas, la visite, et c'est surtout pas, moi, à mon avis, elle doit avoir lieu, c'est à Charles III de dire ce qu'il en pense, et de maintenir ou pas. Mais c'est surtout pas Madame Rousseau de nous dire ce qu'il faut faire ou pas. Qu'elle reste à sa place. Ne la citez pas dans ce cas-là. Non, mais attendez. Ne pas confondre Madame Rousseau avec Jean-Jacques Rousseau, attention. Il y a un monde. Il arrive à Orly dimanche, me dit une auditrice très, très au fait de l'actualité. Donc après, le programme peut être allégé, il peut être en avion, simplifié. Voilà, mais les relations internationales de la France continuent. Oui. Alors, est-ce qu'il peut reporter Pascal, vous pensez Moi, je ne sais pas s'il peut reporter, et je n'ai pas eu la chance, comme Clément, de travailler dans un ministère et de savoir à quel point c'est compliqué. Mais j'imagine bien à quel point c'est compliqué de reporter une visite d'État. Néanmoins, je pense que c'est vraiment pas opportun du tout. Je pense qu'il y aura peut-être des aménagements. Il y aura peut-être un service minimal de fait, mais par exemple, le défilé sur les Champs-Élysées, je suis pas sûr. Et quant à l'utilité en elle-même de cette visite, on peut, je pense, s'interroger aussi. Ce n'est jamais qu'un chef d'État sans pouvoir. Et qui n'est que représentatif, voilà, symbolique, mais justement le symbole étant... Le symbole aujourd'hui... Justement, la première visite, elle est faite à la France. Oui, quand même. C'est extrêmement important sur des rapports qu'on a avec les Britanniques qui se sont un peu distendus les dernières années, comme vous le savez avec le Brexit. Faut rappeler que le roi Charles choisit de venir en France pour sa première visite, tout comme la reine Elisabeth II l'avait fait lorsqu'elle était princesse. C'était sa première visite officielle à l'extérieur du royaume. Elle était d'ailleurs venue à Versailles en 1957 et donc elle avait dîné là-bas. Et donc en écho, ils ont organisé un dîner. Mais non, bien évidemment, ça a une importance. La diplomatie joue énormément sur les codes, le protocole et l'image que cela peut renvoyer. Et bien évidemment, derrière, vous vous doutez bien que lorsqu'on fait une visite, tout comme le président va se déplacer en Chine dans quelques semaines, il y va pas simplement pour regarder, mais derrière, il y a des échanges entre chefs d'entreprise, entre administrations, pour signer des contrats ou tout simplement pour renforcer les coopérations. Et par exemple, la visite en Chine, je pense que tout le monde l'attend avec impatience puisque Xi Jinping était en Russie la semaine dernière. Il est important de voir comment Xi Jinping va se comporter face à la France, comment on va être reçu et quelles vont être les relations dans les mois et années à venir avec la Chine. Effectivement, les relations franco-britanniques étaient au plus bas. Je rappelle que l'éphémère première ministre, Madame Liz Truss, elle ne savait pas si la France était encore un ami ou pas. Voilà, donc il faut quand même recoudre un peu tout ça. On va reparler de tout cela Enfin non, on va plus parler de Charles, on va passer à autre chose. Un auditeur me dit, mais non, Jérôme Dubus, l'étranger ne s'en fout pas. Les images sont désastreuses. En fait, c'est les images des manifestations. Les images, mais la réforme le principe lui-même, ils ne comprennent pas d'ailleurs que ça dure aussi longtemps. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert.
Voilà, nous parlions poubelle pendant la pause. C'est vrai que c'est assez incroyable de voir les images dans Paris, enfin de voir Paris où il y a des trottoirs qui sont propres et le trottoir d'en face où il y a des amas d'ordures. Et c'est vrai que les manifestations suscitent ça crée des incendies qui peuvent parfois être extrêmement dangereux. Il y a eu des départs de feu dans plusieurs immeubles. Il y a eu un immeuble évacué mardi soir. Donc il va falloir prendre des décisions. 10 millions de personnes hier ont regardé Emmanuel Macron. C'est pas un score phénoménal. Hein. Hier midi. C'était à 13h. Oui, c'était à 13h. Donc les deux audiences cumulées, c'est pas mal, mais c'est pas non plus phénoménal. Quand Jean-Pierre Pernaut avait reçu Jean Castex, il avait fait 50% d'audience et 6 millions de téléspectateurs. C'est 4 de plus, mais il y avait les deux JT accumulés. Bon, il y a quand même 10 millions de personnes qui l'ont regardé. Vous l'avez trouvé comment, les uns et les autres? Vous avez été convaincus? Vous l'avez trouvé convaincant? Alexis, vous êtes comme l'autre. Je pense qu'on va être sur un très convaincu par ici. On commence par le pire. Comme l'opposition qui avait déjà préparé les communiqués de toute façon. Non, mais il assume. Donc, est-ce qu'il a raison d'être droit dans ses bottes et de dire c'est comme ça? Mais il n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il choisit la stratégie de l'affrontement. Il va aller jusqu'au bout. Donc, il ne va pas faire une dissolution. Il ne va pas changer Elisabeth Borne. Là, il y a une équipe qui est de toute façon qui concentre toute la colère. Donc, il ne va pas changer ses fusibles maintenant. Il a choisi d'aller à l'affrontement. Ça c'est pas nouveau. Hein. C'est depuis le premier quinquennat. On sait très bien comment il gouverne. Il parle même d'aller à marche forcée. Hein. Donc, c'est totalement assumé et c'est même revendiqué. Ce qu'il y a de bien avec Emmanuel Macron, c'est qu'il est jamais surprenant. On sait tout le temps à quoi s'attendre. Donc, il annonce avant l'interview qu'il y aura aucune annonce de toute façon. Il fait pas de la pédagogie. Il explique c'est comme ça et ta gueule et c'est la Macronie. Il n'y a pas de débat. Il a raison. Et si vous n'êtes pas content, c'est comme ça. Voilà, moi je suis élu. Et puis vous avez d'ailleurs voté pour moi pour mon super programme, ce qui est faux. Et moi je pense que là, la colère et la mobilisation, c'est parce qu'il y a un vol du vote de 2022. Et de nombreux Français ne sont pas d'accord avec cette façon de voir les choses. En disant, je n'ai pas voté Macron pour son programme. J'ai voté Macron pour éviter Marine Le Pen à l'Elysée. Or, ce qu'il fait là, avec en plus les violences policières qu'on voit ces derniers jours, c'est proprement inacceptable. Donc ce braquage, ça braque les Français proprement au sens propre. Et c'est une stratégie de l'affrontement dangereuse parce que je crois que les syndicats ont pourtant alerté en disant que nous, on était clairs dès le début. C'était pas de recul à 64 ans pour l'âge de la retraite. Il y avait d'autres propositions sur la table. Hier, quand même, Laurent Berger, qu'on peut pas accuser de radicalité, dit que le président ment, que lui avait mis des propositions et que de toute façon, maintenant, les bases syndicales, elles, sont rentrées dans un combat de long terme. Donc, je vois pas à quoi joue Emmanuel Macron, en fait, en faisant ça, si ce n'est pour voir jusqu'où il peut pousser en disant, de toute façon... La proposition de la CFDT, c'était de revenir à la réforme par points. Par points, oui. Dont on s'est aperçu qu'elle était impossible à mettre en place en France. Voilà. Pendant 5 ans, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on a passé notre temps à recevoir les syndicats, à faire en sorte qu'il y ait une solution qui soit optimale. C'était la retraite par points. Puis après, tout le monde s'est aperçu que ça ne marchait pas. Parce que c'était trop compliqué déjà. Voilà. Donc, on va pas dire maintenant, la CFDT va pas nous dire maintenant, oui, mais nous, on avait une idée qui était géniale, c'était la retraite par points. Tout le monde sait très bien que c'était inapplicable. Enfin, il faut quand même être sérieux. On tirer les conséquences. J'avoue ne pas comprendre pourquoi c'était inapplicable. On a arrêté le président de la République a mis en retrait la réforme des retraites en 2019 pour des raisons, en 2019 et 2020 pour des raisons Covid, pas pour des raisons d'inapplication. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas reprise? Parce qu'on s'est aperçu que c'était inapplicable. Souvenez-vous un peu des débats. Je suis pas certain que ça soit le vrai enjeu. En revanche, là sur le président, sur la fermeté et de dire c'est comme ça. Le président de la République, en effet, continue sur sa ligne, c'est normal qu'il n'en dévie pas parce que déjà on avait pointer du doigt les changements multiples de communication du gouvernement. Si le président de la République changeait aussi, ça serait un petit peu compliqué. En revanche, je pense que cette interview arrive un tout petit peu tard, là où il aurait dû dès le début dire j'assume cette réforme. Elle est difficile, personne n'a envie de la faire, elle est impopulaire, j'en prends la responsabilité, mais de le faire juste après, en effet, ça suscite beaucoup d'interrogations et ça ne calme pas les colères qui ont été agitées pendant la réforme des retraites. En revanche, là où il y a un sujet sur lequel je vous rejoins pas, Alexis, c'est que on ne peut pas dire
en 2022, le président a raison, il a été réélu. C'est assez facile de dire, oui, mais ce vote-là, c'était pas vraiment un vote d'adhésion, celui-là, c'était comme ça, parce que sur le vote, on n'écrit pas plutôt oui pour, plutôt oui non, discours, le soir de l'élection, ce vote il a été réélu. Maintenant, il est réélu et il gouverne, enfin, il préside la République, il est réélu, voilà. Après, on peut être contre son programme, contre ses idées, mais justement, ce que dit Alexis, c'est pas que Emmanuel Macron est en lui-même illégitime en tant que président de la République, mais qu'il n'a pas été élu pour mettre en œuvre ce programme. Et là, c'est comment on peut interpréter un bulletin de vote? Il a été élu pour éviter à Marine Le Pen. Moi, j'ai du mal à comprendre. C'était la réforme à 65 ans, pas tous en même temps. Il a été élu pour empêcher Marine Le Pen de l'être. Il n'y a pas une once de doute là-dessus. Et là, aujourd'hui, il est dans le déni. Malheureusement, je ne sais pas si vous avez lu ce tweet absolument hors sol, puisque c'est la mode de le qualifier ainsi, de Emmanuel Macron hier. Un président de la République qui est obligé de tweeter « J'aime mon pays et j'aime mes concitoyens ». Est-ce que c'est pas la démonstration la plus évidente de la fracture totale qui existe aujourd'hui entre Emmanuel Macron et la France? J'aime notre pays et nos compatriotes. Voilà pourquoi je suis à l'œuvre pour faire ce que nous devons faire. Il y a des moments difficiles qu'il faut assumer. Je suis sûr qu'on saura se réunir pour l'avenir du pays. Après avoir parlé une heure sur les deux JT. Quand il y a des députés qui ne disent pas j'aime mon pays, on est scandalisé. Quand le président dit j'aime mon pays, on est scandalisé. Je comprends pas. Il y a un moment où ce procès, moi, la réforme des retraites, c'est le sommet du procès en illégitimité qu'on a avec Emmanuel Macron, et dont on vient d'avoir un exemple encore il y a quelques secondes, depuis son élection et depuis l'élection législative où effectivement est sortie une majorité relative et non plus absolue des urnes. Bon, moi j'en ai marre de ce procès. Pourquoi? Parce que ça active, vous connaissez la répartition et la différence que faisait Maurras entre le pays illégal et le pays réel. Et Maurras, il était anti-républicain. Et quand on dit il y a une différence entre le pays réel et le pays légal, ça veut dire que finalement on conteste les institutions, on conteste la République. Et il y a un certain nombre de gens de l'ultra-gauche qui sont dans cette logique-là. Je ne dis pas qu'ils sont maurassiens, mais en tout cas ils contestent la légitimité du suffrage universel. Et ça, je trouve ça très, très, très dangereux. Et là, sur la réforme des retraites, on pourra en reparler du fond, mais sur cette affaire d'illégitimité, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Il y a un président qui a été élu pour des raisons X ou Y, mais si, tous les jours, on dit mais vous avez été élu contre Madame Le Pen, c'était pour faire barrage à Madame Le Pen. Je suis désolé, on a été élu pour 5 ans, un président de la République, sous la 5e République, il préside, il a un certain nombre de prérogatives et il doit appliquer son programme. Et dans son programme, il y avait la retraite, le recul de l'âge de la retraite à 65 ans. Tout le problème, c'est que cette vision institutionnelle, elle se coupe en fait de la majorité. Là, on a quand même une majorité de Français, les partenaires sociaux, qui sont contre cette réforme, qui disent clairement, c'est pas possible. Une mobilisation qui ne fait que grandir et un 49.3 pour passer encore, avec en plus un débat au Sénat qui a été raccourci aussi. Donc, il utilise tous les trous de souris possibles dans les institutions pour aller très vite et faire passer ce truc-là, sans avoir le cheminement démocratique comme il l'appelle. Mais la démocratie, c'est quoi? C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est la majorité. Or là, la majorité, elle est contre cette réforme. Et il gouverne en minorité. Et il le fait contre un peuple. Mais c'est pas la première fois qu'une loi passe avec un 49.3. On va respecter les institutions, etc. Mais quand on s'enferme à ce moment-là... il faut contester les institutions de la 5e République. C'est bien ce qui est en train de se passer. On est au-delà. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on se rend compte que ces institutions, eh ben, elles sont dangereuses. Mais dans ce cas-là, à ce moment-là, il faut plus de quinquennat, il faut faire un an de mandat, si je vous suis, il faut faire un an de mandat. Après, on dit le peuple est contre, il est contre cette réforme. Ah bah, je m'en vais. Voilà, c'est tout. C'est simple. Et on en arrive à une désorganisation totale des institutions. Alors que la Constitution de la 5e République, elle est solide. Elle est solide. Alors ça, on va voir. Est-ce que encore une fois, la question, c'est est-ce qu'il a raison d'être droit dans ses bottes? De toute façon, il n'avait pas tellement le choix. Je crois qu'il n'avait pas le choix. Mais là, il demande, on a vu qu'il y avait des choses un peu lunaires dans cette interview. C'est ce que dit Philippe Martinez, attention. Quand il demande à Elisabeth Borne de s'occuper de l'eau. Non, c'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet, sauf que est-ce que c'est le sujet maintenant? Vous le savez, ce qu'il y avait le GIEC. Oui, bien sûr. Mais c'était d'annoncer aussi des chantiers, donc remplacer les profs, vous qui avez été au ministère de l'Éducation. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain.
ça paraît un peu compliqué. Enfin, c'est compliqué, mais c'est compliqué, mais c'est extrêmement important en effet parce que là aujourd'hui, le fait de ne pas pouvoir remplacer extrêmement rapidement un enseignant malade ou un professeur malade, eh bien ça met en difficulté les familles et puis ça hache le parcours académique d'un élève. Et donc en effet, c'est un vrai enjeu. Je crois que là, en revanche, on peut que collectivement dire que en effet, c'est un enjeu important pour l'éducation nationale. Sur l'eau, en ce moment, il y a à l'ONU la conférence internationale de l'eau parce que il y a un stress hydrique qui est important. Les chantiers sur lesquels il l'a donné, je crois, on peut tous dire que ce sont des chantiers importants. Après, est-ce qu'il est allé très loin dans fondamentalement ce qu'il pense sur chaque sujet? Par exemple, sur le sujet de la santé, il a levé 2 points. Est-ce qu'il est allé dans le concret? Pas vraiment, mais on lui aurait reproché de donner trop précisément la grille. Donc le président a fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire donner un cap, et ensuite il demande au gouvernement de l'appliquer ou de tout faire pour qu'on arrive à ce cap, et sur un enjeu, sur un format qu'il apprécie et qu'il maîtrise malgré tout. Après, il y a eu, il a fait du Macron en effet quand il sort des petits mots, des petites phrases qui continuent à heurter, à choquer. Ce qui a beaucoup choqué, c'est aussi le mot smicard, qui a été très mal perçu et vécu. Alors il y a un débat sur l'incitation, ceux qui veulent pas travailler, ceux qui sont non, mais attendez, il y a quand même une clarification qui a été faite sur un certain nombre de sujets. Le premier sujet, c'est sur la réforme des retraites. Moi, je suis convaincu, et ça, l'avenir le dira. Alors malheureusement, on sera peut-être plus là pour le constater, en tout cas plus engagé. L'avenir le dira. Cette réforme, elle est absolument indispensable. Premier point. Deuxième point. Cette réforme. On pourra y revenir, mais cette réforme-là, elle est indispensable. Deuxième point, il a rappelé que une réforme, mais celle-là, c'est bien le problème. La force devait rester à l'ordre. La force devait rester à l'ordre. Et quand il y a un certain nombre de gens, comme je l'ai vu mardi soir, place de la République, qui contestent notre société, qui veulent pas réformer les retraites de manière différente. Ils veulent contester, remettre en cause le fondement même de notre société et de nos institutions. Eh bien là, le président de la République est dans son rôle en disant non, moi je suis le garant des institutions, je ferai en sorte que l'ordre soit respecté. Et puis troisième chose, il a donné effectivement un certain nombre de pistes dont on peut partager effectivement le bien fondé, en tout cas la priorité ou pas, mais la traduction de l'accord intersyndical et interprofessionnel avec le patronat et avec les syndicats de salariés sur le partage de la valeur ajoutée, sa traduction législative, c'est extrêmement important. Ouais. Extrêmement important. Personne n'en parle, personne ne s'en rend compte. Ça va donner à des milliers de Français, des centaines de milliers de Français, des centaines de milliers de salariés, l'accès à la participation. C'est quand même une révolution. Personne n'en parle. Problème de communication. On va pas. Mais là, j'ai envie de vous dire, on n'en est plus là. Là, on a des gens dans la rue. Que ça va être mis en place. Oui, mais on a des gens dans la rue. On a des manifestations. Ça va au-delà de la réforme des retraites. C'est sur la personne d'Emmanuel Macron. C'est sur le projet. On va en reparler dans un instant. Il est 9h42 sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Valérie Expert. La suite avec vous sur Sud Radio de Mettez-vous d'accord. La suite justement. On a du mal. Non, mais la suite, je vois là un auditeur me dit Charles de Gaulle est bloqué, les gens vont à l'aéroport à pied, il va y avoir une multiplication des actions comme ça. Je croyais qu'on parlait du vrai Charles de Gaulle. Et Roger aussi. On l'a perdu. Il nous a quittés il y a quelques temps. Je pensais qu'on parlait du départ, du référendum raté, perdu. L'aéroport. Il avait su dire, je vous ai compris. Mais ce qu'on évoquait, c'est ce qu'on voit. Alors, il y a la responsabilité aussi des chaînes d'information. Oui. Est-ce qu'il y a tant de monde que ça dans la rue? Aujourd'hui, ça va être organisé par les syndicats. Mais quand on voit ce qui se passe, par exemple, à Paris, ce sont des jeunes, des lycéens, des jeunes universitaires c'est ça qui est important. Qui sont des petits groupes sporadiques qui jouent avec les policiers. Oui, mais il y a un côté libération, je pense, de la
la jeunesse. Le moment Covid a fait beaucoup de mal aux jeunes. Et ça, faut pas. Faut pas le minimiser. Et je crois que là, c'est au-delà. Donc il y a ce côté un peu. Tiens, vous allez courir dans la rue, vous, pour foutre le feu aux poubelles ? Je suis pas jeune, moi. J'ai autre chose à faire. Non mais libération en cramant des poubelles. Non mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est-à-dire que il y a des limites. Non, c'est sur le confinement de la société, le côté. Là encore, on n'a pas notre mot à dire. Là encore, et vous écoutez les jeunes qui font ça. Ils parlent pas que de ça. Ils parlent aussi beaucoup du climat. Le fait que Emmanuel Macron a beaucoup parlé et peu agi sur le climat. Que finalement c'est une génération sacrifiée. Encore une. On voit pas où on va. Et la proposition d'Emmanuel Macron pour la jeunesse, c'est quoi ? C'est le SNU. Mais qui commence par venir voter. Mais non, les jeunes sont ceux qui s'abstiennent le plus. Ils commencent par venir voter. On est dans une démocratie. Et justement, tous les ans quasiment, il y a des résultats électoraux. Et il faut dire merci à Emmanuel Macron parce que là, il fait un moment d'éducation populaire exceptionnel. Parce que les jeunes, vous aviez Jean Massier sur Twitch qui a fait un live avec 500 000 vues sur le 49.3. Les jeunes s'intéressent aux institutions. C'est quoi le 49.3 ? C'est quoi la motion de censure ? C'est quoi les réformes ? Donc là, effectivement, ça intéresse toute une génération à la politique. C'est formidable. Donc merci Macron. Mais pour le reste, il faut entendre, il faut voir un peu calmer aussi le pays plutôt que de dire on va voir jusqu'où on peut se taper dessus. Et il ne faut pas limiter la grogne à ces manifestations à 20 h le soir. Il y a les blocages du pays qui sont en train de se multiplier. Il y a les syndicats qui sont très mobilisés encore. Il y a le miracle qu'a réussi Emmanuel Macron de reconstituer le front syndical. Mais ne croyez pas que les 300 ou 400 personnes qui défilent tous les soirs et qui mettent le feu aux poubelles représentent la jeunesse. C'est pas vrai. Peu importe elle représente une fracture et je le disais pendant la pub, je pense qu'Emmanuel Macron hier avait une chance historique de se réconcilier avec le pays et qu'évidemment, aveugle comme il est, il ne l'a pas saisi, mais je pense qu'il va s'en mordre les doigts. Oui, sur la jeunesse, ça me fait doucement sourire parce que généralement, on dit soit la jeunesse, ils s'intéressent pas à la politique, ou à l'inverse, quand ils s'y intéressent, oui, mais bon, ils ont rien connu, on s'en fout. Enfin, à un moment, non. Par exemple, Louis Boyard, je ne partage absolument pas ses idées, mais en attendant, le mec, il a 23 ans, il fait le moindre truc, on lui tombe dessus en disant, oui, mais c'est les erreurs de jeunesse, les erreurs de jeunesse. Je ne partage absolument pas ses positions, etc. C'est pas le moindre truc, c'est des conneries, donc. Mais parfois, il fait des choses. Non, mais je suis désolé, qu'il aille parler à une université, moi, ça ne me choque pas. Et il faut entendre quand on a 50, 60, 70 ans. Non, mais il faut entendre que, la jeunesse fasse de la politique autrement, voit la politique autrement. Alors, en effet, ça n'est pas comme les années 80-90. Mais en effet, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes priorités. Et à chaque fois, se dire, il faut qu'ils viennent voter. Mais attendez, pourquoi ils ne viennent pas voter ? C'est pas à eux de dire nous on va venir voter, c'est aux personnes qui sont au pouvoir, d'au lieu de dire mais allez voter, c'est pas bien, mais c'est de leur donner un espoir, envie. De leur dire pourquoi aller voter, quels sont les objectifs, leur parler, plutôt que simplement de dire vous êtes des méchantes personnes, vous n'allez pas voter, et donc vous n'avez pas le droit de la preuve, c'est que Louis Boyard, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, et je partage absolument pas ses idées, je suis comme vous, mais Louis Boyard, qu'est-ce qu'il a fait ? Il était syndicaliste étudiant. Il s'est présenté à une élection, il est allé devant le suffrage universel, il s'est engagé dans un parti. Moi, c'est ça que j'appelle de mes vœux, plutôt que de cramer des poubelles. Maintenant qu'il est élu, on lui reproche de ne pas avoir travaillé. Mais en tout cas, il a fait un parcours. Il a fait un parcours d'élu. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous voyez ce type de mobilisation s'accentuer aujourd'hui, c'est-à-dire blocage d'aéroports, on a vu les poubelles, on a vu les Fos-sur-Mer, les raffineries. Moi, ce que je vois, c'est clairement des actions coup de poing un petit peu partout, dans le but de bloquer là, ce que disent les syndicats, c'est à la fois que les caisses de grève sont pleines, donc il y a moyen de prolonger ces grèves en payant les grévistes, qu'il n'y a jamais autant de gens qui prennent leur carte et qui se syndiquent, donc là aussi, bonne nouvelle, on ravive un peu les forces vives, et que derrière, ils sont déterminés. Et c'est toutes branches confondues, énergie, transport, etc. Et on les voit, et ils sont aussi galvanisés parce qu'ils savent qu'ils ont l'opinion publique derrière eux. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous mettez en sobriété énergétique un local d'élu, les gens applaudissent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et tout. C'est comme ça qu'on appelle ça. Mise en sobriété énergétique pour faire écho à ce qui se passe quand vous pouvez plus payer la facture. C'est un détail. Non, mais le fond de l'affaire, c'est donc la bataille de l'opinion publique, elle est perdue par Emmanuel Macron. Mais depuis le début, elle est perdue. Mais ça, quand vous dites aux gens, il va falloir travailler plus. À un moment, c'était justement. Le problème, c'est que cette réforme
réforme a été vendue au départ comme une réforme de justice, elle est vendue maintenant comme une douleur et comme une nécessité. Et tout le mensonge a été détricoté. Mais depuis le début, elle était une réforme difficile, on le savait. Arrêtez. Passer 62, 64, c'était compliqué, etc., on le sait très bien. Et maintenant, c'est non, je sais, ça fait mal, mais c'est comme ça. C'est pas vrai, le texte qui est sorti de la commission mixte paritaire est meilleur. Pour les retraités, pour les futurs retraités. Il est meilleur que celui qui a été présenté au début. Avant la pub, c'est qu'on est au-delà de la réforme des retraites. Il y a une colère. Il y a une colère très profonde dans le pays qui est due à l'inflation, à tout un tas de choses. Il faut que cette contestation grandisse. Il faut qu'elle. Vous y êtes favorable. Moi, je pense qu'il faut absolument aujourd'hui qu'il y ait le foutoir dans le pays pendant. Et j'ai rien à y gagner. Personnel, au contraire. Mais je pense parce que c'est plus possible d'accepter. Se résigner aujourd'hui, c'est finalement laisser carte blanche à des politiques qui sont complètement déconnectés du vrai pays, qui sont déconnectés de la démocratie et qui lui font énormément de mal, contrairement à ce que dit Jérôme, et contrairement à ce que dit ce mangeur de soupe qui est Raphaël Enthoven dans son dernier éditorial. Merci de me comparer à Raphaël Enthoven, c'est très flatteur. Je ne vous compare pas. Je ne vous compare pas. Il n'a pas dit ça. Je ne vous compare pas. Et il y a un moment où il faut savoir. Il dit que c'est l'antidémocratie, c'est effectivement de s'opposer au 49.3, c'est de dire que la rue peut avoir raison contre le gouvernement, etc. Mais non, c'est pas vrai. Mais c'est ce que disait Churchill. Je vois cette citation. Churchill disait que le meilleur moyen d'avoir une dictature, c'était d'aller dans la rue et d'interroger une personne au hasard sur un sujet politique. Oui, on est d'accord. Sauf que là, le Parlement n'est pas respecté, parce que quand Jérôme dit que Macron a raison d'appliquer cette réforme parce qu'il a été élu pour ça, mais non, les parlementaires ont été élus pour représenter leurs électeurs et les parlementaires étaient contre cette réforme. L'Assemblée nationale était contre. La preuve, ils n'ont pas eu la majorité, même en allant draguer le 49.3 est fait partie de la Constitution. Oui, réforme des institutions, c'est autre chose. Mais d'ailleurs, c'est dans les cartons. Si les institutions ne vous conviennent pas, il faut les changer. Et c'est depuis le premier jour et cette visite surréaliste du Louvre, de la pyramide du Louvre, que Emmanuel Macron est déconnecté du pays de toute façon, depuis le premier jour de son élection. Mais ça va pas mieux. Il y a un moment, si vous voulez, où les élections ont eu lieu, il faut que le président et le gouvernement puissent avancer. Si chaque fois qu'il y a une réforme, quelle qu'elle soit, il y a une contestation de la rue, à ce moment-là, mais c'est pas une contestation de la rue. Attention, ne fait plus rien. C'est une contestation profonde. C'est à un moment se dire le rôle d'un président de la République, c'est d'être garant des institutions, mais c'est aussi d'être une sorte d'arbitre, d'avoir la température du pays. Donc c'est pas une défaite que de dire, écoutez, je crois que dans mon rôle aujourd'hui de président de la République, j'endosse le fait que cette réforme arrive à un moment inopportun, avec l'inflation, avec la guerre en Ukraine, avec trop de choses en réalité pour arriver et parler de ça. Il va falloir la faire. En revanche, donc on va rediscuter, on va refaire des navettes parlementaires. Le cheminement démocratique. Est-ce qu'il n'est pas foutu aussi? On connaît le résultat. C'est comme si on faisait un référendum. Est-ce que politiquement, il est foutu. De toute façon, il est foutu. Là, ce qu'il vient de faire, il s'est flingué. Je pense qu'il aurait coupé le pied à la révolte. S'il retire la réforme, il est foutu. Ça c'est clair. Je ne pense pas. Non, au contraire. Aujourd'hui, il faudrait qu'Emmanuel Macron comprenne qu'il est en cohabitation. Voilà. Et un président de la République en cohabitation, et pardonnez-moi, mais il est garant des institutions, mais il est aussi le garant que les représentants du peuple promulguent les lois, enfin votent les lois et qu'elles soient promulguées en fonction de ce que le peuple souhaite. Je crois que c'est assez facile sur un plateau de radio, de télé, etc., de dire il devrait faire ci, il devrait faire ça, etc. Donc, qu'est-ce qu'il devrait faire? Franchement, j'en sais strictement rien. Je pense que la situation est extrêmement problématique. On peut analyser ce qui s'est passé, le dérouler, mais sur l'avenir, je pense qu'il y a uniquement le président de la République qui est en capacité de savoir ce qu'il va faire. Et puis, sur l'argument, en revanche, de dire ça n'était pas le moment, il ne faut pas le faire. C'est jamais le moment. C'est jamais le moment. En 2015, c'était, il y a eu
d'énormes attentats terroristes pendant plusieurs années, une situation sécuritaire qui ne permettait pas la réforme. En 2018, il y a eu les gilets jaunes. En 2020, il y a le Covid. On remonte encore avant, il y a eu la crise financière, la crise économique. Il y a eu les krachs boursiers des débuts des années, les krachs boursiers des débuts des années 2000. Donc en fait, ça n'est jamais le moment de réformer. Donc à un moment, il faut se dire, oui, il faut assumer de faire des réformes parfois douloureuses dans des situations qui sont difficiles. En revanche, on peut entendre complètement que la rue exprime une véritable opposition à cette réforme. Et donc là, on peut agir dessus. Et donc, je pense qu'il aurait été possible de faire une réforme des retraites même avec cette circonstance, mais peut-être dans un dialogue différent, dans une approche du gouvernement et du président différente. Et donc, voilà. Non, sur les réformes des retraites. Mais si, il y a eu ce projet de réforme à point, il y a eu des dialogues dans tous les sens, il y a eu 50 000 rapports qui sont sortis sur les retraites. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde le sait. C'est pas tout le monde sait ce qu'il faut faire. Il n'y aurait pas de telles oppositions et de telles contradictions. Nous sommes les derniers à le faire en plus. Tout le monde l'a fait. Mais non, pourquoi on s'en fout? On serait unis, complètement isolés, qui pourrait se permettre de revenir à 60 ans. Non, parce que le côté... c'est pas sérieux. Enfin, tous les autres pays l'ont fait. On est les derniers. Mais ça, on s'en fout. Parce que c'est vraiment, c'est l'égopée, c'est le côté, il faut faire la moins-disance sociale. Et avec ça, on c'est pas de la moins-disance sociale. C'est plus de retraite. C'est le principe de réalité. C'est la sécurité sociale qui saute après ça. En Allemagne, on est à 67 ans. Non, mais on s'en fout. On n'a pas le même modèle social que les Allemands, quand même. Ça suffit. Il n'est pas si mauvais que ça. Je dis pas qu'il est mauvais, je dis que c'est pas le même. Je ne serai pas mis d'accord. Voilà, je ne vous mettrai pas d'accord, mais on a bien discuté et débattu. Merci à tous les quatre. Dans un instant, l'émission Média, on va parler de l'anniversaire de Zone Interdite. À tout de suite.